Tu ne me laisses pas vivre. Tu ne me laisses pas mourir. Il t'arrive de saigner. Sorti en 2017, Justice League aurait dû être le point culminant de l'univers cinématographique DC lancé par Man of Steel et poursuivi par Batman v Superman. Réalisé initialement par Zack Snyder, puis repris et largement modifié par Joss Whedon, le film porte les cicatrices d'une bataille artistique à peine dissimulée. C'est un blockbuster de super-héros tiraillé entre deux visions irréconciliables qui a laissé les spectateurs dans la confusion et les fans dans la frustration. Mais ce qui devait être un moment fondateur pour la Justice League est vite devenu un symbole du chaos hollywoodien. Réécriture de dernière minute, remontage précipité, imposition du studio et drame personnel. Bien plus qu'un simple film de super-héros, Justice League raconte surtout l'histoire d'un film trahi par son propre système. Tu sens bon? C'était pas le cas avant. Stop! Attends, t'as cru que j'allais bosser pendant 2 heures là pour te faire une grosse intro en mode bande-annonce sur cette merde? Sérieusement? Pourquoi? Pas envie. Bah non, alors je suis désolé mais c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne, cette fois-ci on attaque direct. Cette semaine j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un film saboté par son propre studio, mais avant d'entrer dans les coulisses du chaos, revenons d'abord sur l'histoire de Justice League. Il y a des millénaires, une force maléfique, nommée Steppenwolf, a tenté de conquérir la Terre à l'aide de 3 artefacts cosmiques nommés les boîtes mères. Son invasion a été stoppée par l'union improbable des Amazones, des Atlantes, des humains, des dieux antiques et même d'un Green Lantern. Les boîtes furent alors séparées et cachées. De nos jours, la mort de Superman a fragilisé la planète. C'est dans ce vide que Steppenwolf revient, bien décidé, à rassembler les boîtes mères pour remodeler la Terre à l'image de sa planète natale. Alerté du danger, Diana Prince s'associe à Bruce Wayne. Ensemble, ils tentent de former une équipe de méta-humains composée d'Arthur Curry alias Aquaman, Barry Allen alias Flash et Victor Stone alias Cyborg, tous porteurs de blessures et de doutes. Malgré les tensions internes et une menace toujours plus pressante, l'équipe finit par ressusciter Superman dans l'espoir qu'il puisse rétablir l'équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu. La mémoire du Kryptonien est plutôt confuse et le groupe finit par éclater. Jusqu'à ce que dans un ultime affrontement en Russie, les 6 héros unissent enfin leurs forces pour vaincre Steppenwolf. À la fin, chacun retrouve sa voie, Flash décroche un job, Diana reprend son rôle d'héroïne publique, Aquaman retourne à l'océan, Cyborg accepte son identité et Superman redevient Clark Kent. La Justice League est née, du moins la version qu'on a découverte au cinéma, sans savoir qu'un autre film, plus fidèle à la version originale, attendait d'être révélé. À la réflexion, j'ai envie de mourir. Hé, j'ai mal aux orteils. Des enfants. Je travaille avec des enfants. L'histoire de Justice League ne commence pas avec Zack Snyder, car dès 2007, Warner Bros cherche à lancer un film sur la Ligue des Justiciers. Le projet s'appelle alors Justice League Mortal, qui devait être réalisé par George Miller, le réalisateur de la saga Mad Max. Le casting est prêt, le tournage est même prévu pour 2009, mais l'échec de Superman Returns et surtout le succès critique de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan pousse le studio à abandonner l'idée. Pas question de mélanger les univers. Il faudra attendre 2013 avec Man of Steel pour que l'idée d'un univers partagé d'ici reprenne de plus belle. Produit cette fois par Nolan, réalisé par Snyder, le film pose les bases du DC Extended Universe, ou DCEU. Warner veut son MCU maison. Après Batman v Superman en 2016, le studio accélère. Snyder est chargé de superviser un diptyque Justice League, pensé comme le pivot central d'un univers connecté, avec des spin-offs pour chaque héros. Le casting est déjà en place, Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher. Snyder veut un film sombre, mythologique, presque biblique. Et il a l'air cool ce Snyder, c'est pour ça que tout le monde a envie d'être son pote finalement. L'histoire tourne autour de l'invasion de Steppenwolf, de la quête des boîtes mères et de la résurrection de Superman. Le tournage démarre en avril 2016 à Londres, avec un budget monstre et un objectif clair, rivalisé avec Marvel. Mais très vite, les fissures apparaissent. Les prises de vue s'enchaînent à Londres, en Islande, à Chicago, Los Angeles et même dans les Highlands écossais. Mais en coulisses, l'ambiance est instable. Jeff Jones, fraîchement nommé à la tête du DCEU avec John Berg, multiplie les interventions sur le scénario. Snyder doit composer avec des réécritures constantes. Warner veut un film plus léger, plus fun, plus grand public. Bref, une réponse directe aux critiques de Batman v Superman, jugé trop sombre et trop confus.
Le directeur photo historique de Snyder, Larry Fong, n'est pas disponible. Il est alors remplacé par Fabian Wagner, à l'œuvre sur Game of Thrones. Alors si vous trouvez ne serait-ce qu'un plan qui ressemble à Game of Thrones dans ce film, je parle bien de la version cinéma, je vous attends en commentaire. Ben Affleck est promu producteur exécutif. Bref, tout semble sous contrôle, jusqu'à un drame. En mars 2017, alors que le film est en post-production, Zack Snyder perd sa fille, Autumn. Effondré, il quitte alors le projet. Officiellement, Warner soutient sa décision, mais en réalité, le studio en profite pour changer de cap. Il ne s'agit plus de finir le film, il s'agit de le remodeler totalement. C'est alors Joss Whedon, réalisateur des 2 premiers Avengers, qui prend la suite. Mais au lieu de se contenter de finaliser le montage, il réécrit carrément des scènes entières, en tourne des nouvelles, modifie les dialogues, change l'humour, reconfigure les personnages. Environ 80 pages de scénario sont réécrites. Le ton change alors, le style visuel aussi. Snyder avait conçu une fresque tragique, et bien Whedon décide de livrer un divertissement plus classique, plus lumineux, mais surtout plus générique. Le film initial, qui durait près de 3 heures, est alors réduit à 2 heures pile, sur ordre du patron de Warner, Kevin Tsujihara. Ce personnage est important! Une décision dictée moins par la cohérence artistique que par des enjeux financiers. Le film devait impérativement sortir avant la fin de l'année fiscale, avant une fusion avec AT&T, une grande entreprise américaine de télécommunications. AT&T qui deviendra plus tard Warner Bros. Discovery. Donc pas question de reporter, afin de permettre aux patrons de toucher leur fameux bonus. Résultat, un film bancal. Déjà visuellement, la photo stylisée de Snyder est désaturée et remplacée par des couleurs vives. La direction artistique perd en cohérence, la musique est repensée. Junkie XL, compositeur d'origine, notamment de Batman v Superman aux côtés de Hans Zimmer, est d'ailleurs écarté au profit d'un certain Danny Elfman, qui recycle d'ailleurs des thèmes classiques qu'il avait déjà composés pour Batman de Tim Burton, et il en profite pour recycler le thème de Superman composé par John Williams, rompant totalement avec la tonalité de l'univers étendu d'ici jusqu'alors. On y entend aussi Everybody Knows de Leonard Cohen en intro, des choix qui accentuent le sentiment de patchwork musical. Et puis, il y a bien sûr l'affaire de la moustache. Pendant les reshoots, Henry Cavill tournait Mission Impossible Fallout chez la Paramount. Il y porte alors une moustache imposée par contrat. Il est donc impossible pour Henry Cavill de se raser la moustache pour les reshoots de Justice League. Warner demande alors à la supprimer numériquement en post-production et refuse de payer les 3 millions de dollars exigés pour la faire raser. Superman arbore alors dès l'intro du film une bouche étrangement lisse et artificielle, devenue d'ailleurs depuis un mème légendaire sur internet. Officiellement, Snyder est toujours crédité comme réalisateur, même si c'est surprenant, mais selon plusieurs témoignages, y compris celui du directeur photo, Fabian Wagner, à peine 10 à 20% de ses images apparaissent dans le montage final. Joss Whedon aurait donc dû être crédité comme réalisateur du film. Au final, ce Justice League version 2017 n'a plus grand chose à voir avec le film initialement imaginé par Zack Snyder. Et malgré les tensions internes, Warner se lance alors dans une campagne de communication plutôt classique, presque avec un total sentiment d'insouciance, comme si de rien n'était. Le public, lui, ignore à ce moment-là l'ampleur des reshoots et les coulisses chaotiques du projet. Le film sort donc dans un climat étrange, attendu, mais déjà miné de l'intérieur. Dostoïevski. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me. Ouais, ah mais c'est dégueu. Oh. Et le film sort. J'étais évidemment impatient comme beaucoup de découvrir. La première bande-annonce, je l'avais trouvée vraiment superbe. J'avais hâte de découvrir ce que nous avait réservé Zack Snyder. On n'était absolument pas au courant de ce qui s'était passé à l'époque. On avait juste entendu parler de reshoot et pas plus. Et là, quand je découvre le film, mais je me suis enfoncé dans mon siège. Je suis rentré chez moi, j'étais juste déçu et extrêmement dégoûté. À sa sortie en novembre 2017, Justice League s'est retrouvé au cœur d'une tempête critique et commerciale. Pourtant, le film avait bénéficié d'un budget colossal, estimé à plus de 300 millions de dollars, ce qui en faisait l'un des blockbusters les plus coûteux de l'époque. Malgré ça, la réception fut loin d'être à la hauteur des attentes, avec des critiques globalement très mitigées, parfois franchement négatives, qui ont mis en lumière un film souffrant d'un profond manque d'identité. Ce qui a particulièrement marqué, c'est cette impression d'un film inachevé, déchiré entre deux visions radicalement différentes. D'un côté, la version initiale, portée par Zack Snyder, qui avait imaginé une œuvre sombre, épique, presque mythologique, fidèle à sa patte visuelle et à son univers souvent grave et intense. Et de l'autre, la post-production orchestrée par Joss Whedon, appelé en renfort après le départ brutal de Snyder.
La suite, une énorme refonte du film avec des reshoots massifs, une réécriture profonde du scénario. Whedon a orienté le film vers un ton beaucoup plus léger, avec des touches comiques et un rythme différent, dans une volonté claire de rendre le film plus accessible et grand public. Mais ce changement de cap a fortement déstabilisé la cohérence narrative et visuelle du film, ce qui donne souvent l'impression d'osciller entre deux styles antagonistes, sans jamais trouver un équilibre satisfaisant. Le scénariste Chris Terrio, qui avait travaillé étroitement avec Snyder sur le script original, a même souhaité retirer son nom du générique, ne reconnaissant plus la version finale comme son œuvre. Ce genre de décision est extrêmement rare et témoigne de la fracture artistique profonde qui a marqué ce projet. En coulisses, la situation était tout aussi tendue. Christopher Nolan, producteur exécutif et protecteur de Snyder, ainsi que Deborah Snyder, la femme et productrice de Zack, ont toutes deux visionné le montage final. Leur constat fut si sévère qu'ils ont conseillé à Snyder lui-même de ne pas regarder ce qu'ils avaient fait de son film. Ça montre à quel point la guerre artistique en coulisses a été dévastatrice pour le projet. Côté box-office, Justice League a tout de même rapporté environ 657 millions de dollars dans le monde. Si ce chiffre peut paraître impressionnant en temps normal, il est évidemment décevant pour un film de cette envergure. Surtout comparé aux attentes colossales autour de ce qui devait être un pilier de l'univers cinématographique d'ici. Pour Warner Bros, ce résultat est un semi-échec, loin d'être un désastre total, mais clairement insuffisant pour justifier le niveau d'investissement et les ambitions initiales. Du côté des fans, la réception a été parfois franchement virulente. Alors? C'est de la merde. Quoi? Essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Certains ont regretté le ton trop léger, jugé inapproprié et incohérent avec l'univers habituellement plus sombre et sérieux de DC. D'autres ont déploré la disparition de la vision originale de Snyder et ce qu'ils ont perçu comme un film édulcoré, dépourvu de la profondeur et de la grandeur promise. Cette fracture au sein de la communauté a nourri une sorte de controverse durable qui allait se prolonger plusieurs années après la sortie. Au départ, Justice League devait être la première partie d'un diptyque. Une suite, Justice League Part 2, était d'ailleurs prévue pour une sortie le 14 juin 2019, avec l'ambition de conclure cette nouvelle phase du DCEU. Pourtant, face au fiasco relatif du premier film, Warner a finalement décidé de revoir ses plans. Dès le 22 juin 2016, soit avant la sortie du long métrage, Deborah Snyder annonçait qu'un seul film était officiellement en développement, ce qui traduisait déjà une incertitude croissante. Après la sortie, le studio a mis un terme définitif au projet de suite, préférant se concentrer sur des films solo pour chacun des héros. Et pour beaucoup, ce semi-échec de Justice League symbolise l'une des plus grosses déconvenues du studio Warner. Face à Marvel qui à la même époque enchaînait les succès avec son MCU. Évidemment, la musique de Danny Elfman n'a rien à faire dans ce film. C'est un compositeur qui match très bien avec les films de Tim Burton, beaucoup moins avec les films de super-héros, notamment chez DC. Alors vous allez me dire, ouais, mais il a réalisé Batman. Non, mais c'était les Batman de Tim Burton, ça n'avait absolument rien à voir. Ici, dans le style Snyder, même si parfois on entend le petit thème de Wonder Woman, la scène pause café entre Martha et Loïs, bon bah clairement ça fait téléfilm du dimanche après-midi sur M6. Vous aviez assez à faire comme ça pour ajouter Beldoche à la liste. La discussion de Bruce et Dana au bord du lac, c'est pareil, mais qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est mou, qu'est-ce que c'est inintéressant. Le moment où elle lui raconte en fait l'histoire de Steppenwolf, de tout ce qui s'est passé des boîtes mères, mais pourquoi avoir choisi de filmer ça au bord du lac, en plus le temps est gris. Enfin, vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de cette scène, pourquoi ils ont choisi ça. Voilà, c'est un reshoot évidemment, mais ça on ne le sait pas. Quand on est au cinéma la première fois, on peut pas le savoir. Tout le truc là de la sirène qui énerve les paradémons, bon ça c'est pareil, mais on se demande mais quel scénariste a eu une telle idée, franchement mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Celui-là, je crois bien que c'est ça qui l'a rendu dingue l'alien. Des paradémons qui sont affolés par un bruit de sirène. Encore aujourd'hui je ne comprends pas comment on a pu croire que ça allait fonctionner quoi. Tout le début du film est affreusement long, monotone, il se passe rien. Alors que le film est censé avoir été raccourci, je veux dire 2 heures au lieu de 3. En vérité, on le sait maintenant, le film a été complètement re-shooté par Joss Whedon. Les boîtes mères, honnêtement, on comprend rien. C'est très compliqué de suivre ce film parce que les éléments importants, finalement, ils nous ont été retirés. Donc, forcément, on ne comprend rien. Il faudra attendre, bien sûr, la version de Snyder, le Snyder Cut, pour comprendre ce que voulaient nous raconter, finalement, de base, les scénaristes, dont Chris Terrio. La sexualisation de Wonder Woman, c'est l'une des scènes qui m'a le plus choqué.
Quand on aime Wonder Woman, et le film Wonder Woman justement évite tous ces clichés avec l'histoire avec Steve. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si c'est pas déjà fait de Wonder Woman sur cette chaîne. Et là, bon bah on a Flash qui tombe sur elle et surtout elle ne dit rien. Elle reste totalement silencieuse, elle n'a aucune réaction. Je trouve ça vraiment gênant. L'échange aussi où Batman provoque Wonder Woman en évoquant Steve Trevor, mais n'a aucun sens. Enfin, la réaction de Wonder Woman, ok. Mais alors que Bruce Wayne la provoque comme ça, enfin, je veux dire, alors qu'ils sont censés être amis, alliés, ça n'a pas de sens non plus. C'est Steve Trevor qui t'a dit ça? Ça veut rien dire. C'est des scènes comme ça qui font que on peut même pas en rire de ce film en vrai quand on le regarde de nos jours. C'est pas possible. Parce que c'est tellement mal foutu et parce que c'est tellement fait au sérieux que c'est très compliqué de passer un bon moment devant ce film. Certains effets spéciaux aussi ont très mal vieilli aujourd'hui. Ça me fait penser d'ailleurs à Matrix Reloaded, mais bon, le film était sorti en 2002. Là, on est sur Justice League 2017. En tout cas, ça prouve encore une fois que le film a été re-shooté et sorti un petit peu à l'arrache et que les effets spéciaux qui ont été rajoutés à la dernière minute ont été extrêmement bâclés. Les répliques pour donner de l'humour n'ont aucun sens. Bon, il y a aussi le check là et la vanne raciste entre Cyborg et Barry Allen au cimetière. Ok, trop tôt pour nous. Et ça pourrait faire cliché raciste. Et mettez-vous à la place de ces acteurs, à qui on a demandé de revenir pour tourner ces dialogues. Mais ils étaient sous contrat, dans des scènes qui font franchement série télé. Je veux dire, la scène au cimetière, moi, elle me fait penser à Buffy contre les vampires. Série télé de 1997 quand même, donc 20 ans avant. Bon, il y a cette moustache, bien sûr, effacée numériquement... Bon, qui a un peu cristallisé finalement toutes les moqueries sur le film, mais honnêtement, bon, c'est pas ce qui me choque le plus, moi, bizarrement, parce qu'on le sait que de toute façon ça a été effacé numériquement et que c'est moche, bah oui, forcément, puisqu'il a une moustache dans les plans, comment tu voulais l'enlever autrement? Mais de là à démarrer le film là-dessus, je sais pas, j'aurais quand même essayé d'attendre un petit peu, tu vois, pas de démarrer le film direct, je vous montre Superman tout de suite, là, avec ses belles couleurs vives, et vous allez voir direct qu'il y a un problème avec sa bouche, et en plus, je vais le filmer... Voilà, en iPhone. Comme ça, au moins, c'est bien dégueulasse direct. Bref, j'en étais où, moi? C'est une caverne, ta cave. C'est la Batcave. Barry! T'es complètement barré! C'est pas moi qui ai apporté une grosse fourchette. Justice League est plus qu'un simple blockbuster au succès mitigé. Il symbolise surtout des tensions artistiques, les drames personnels et les luttes de pouvoir qui ont marqué non seulement la production du film, mais aussi l'ensemble du DCEU à cette époque. La genèse chaotique de Justice League est indissociable du drame personnel de Zack Snyder, dont la fille Autumn est décédée tragiquement en mars 2017 pendant la post-production. Ce choc terrible a conduit Snyder à se retirer du montage et de la finalisation du film, bouleversant la production. Warner, face à l'urgence, a donc donné plus de contrôle à Jeff Jones, architecte principal du DCEU en coulisses, et à Joss Whedon, connu pour son travail sur Avengers, afin de reprendre les rênes et s'assurer d'un futur succès au cinéma. Puisqu'il l'a réussi avec Avengers, pourquoi pas avec Justice League finalement? Mais ce transfert de contrôle ne fut pas anodin. Whedon, avec une approche plus légère et teintée d'humour, réécrivit des scènes, réalisa des reshoots massifs et changea en profondeur le ton du film. Certains ont même émis l'hypothèse que Joss Whedon avait été missionné par Marvel pour torpiller Warner de l'intérieur. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Cette fracture artistique est d'ailleurs visible à l'écran. La version cinéma porte les stigmates d'un film à deux voix, oscillant entre la gravité sombre propre à Snyder et la légèreté de Joss Whedon. Et plus largement, cet épisode de l'histoire du cinéma illustre la difficile cohabitation entre la vision d'un réalisateur et les impératifs commerciaux d'un studio. Sur le plan narratif, Justice League révèle des incohérences et une fragmentation du canon. Par exemple, la version sortie en salle ne mentionne pas explicitement le nom du roi Atlante Atlan, alors que cette identité est claire dans la version de Snyder, ce qui modifie la perception des origines d'Aquaman. Également, la scène où Flash manipule le temps pour sauver le monde est absente de la version cinéma, offrant une lecture différente des événements. Cette divergence donne l'impression d'un univers d'ici fragmenté, où plusieurs versions d'une même histoire coexistent, brouillant la continuité et la cohérence narrative. Un phénomène rare dans les blockbusters qui illustre les luttes internes du studio et la difficulté à préserver l'intégrité d'une œuvre lorsque plusieurs acteurs aux intérêts divergents interviennent.
Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, a publiquement critiqué la version de Justice League réalisée par Joss Whedon, la jugeant trop éloignée de l'esprit et de l'univers d'ici. Elle a même rappelé que des réalisateurs comme James Wan pour Aquaman et David Ayer pour Suicide Squad s'étaient en réalité inspirés de la vision de Zack Snyder pour structurer leur film, ce qui confirme l'impact profond et durable de son travail sur l'ensemble du DCEU. Patty Jenkins reprochait notamment à Justice League d'être en contradiction avec son propre film, car elle et Snyder travaillaient étroitement pour assurer une continuité cohérente, jusque dans des détails comme le costume de Wonder Woman. Avec l'arrivée de Whedon, le film a été largement modifié, au point que les personnages n'étaient plus du tout représentés comme dans les films précédents, où ils avaient totalement changé de personnalité. Mais l'histoire de Justice League rappelle étrangement celle de Superman 2, sorti en 1980, et de son fameux Donner Cut. Richard Donner, alors premier réalisateur, fut évincé du projet et ses scènes furent largement retravaillées par un autre réalisateur. Pendant des années, cette version fut considérée comme officielle, alors que la Donner Cut circulait de manière non officielle sur internet avec des montages réalisés par des fans avant de sortir officiellement en 2006. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette excellente vidéo, où j'ai comparé le Superman sorti au cinéma et la Donner's Cut. Et dans ce contexte, c'est intéressant de noter que Richard Donner n'a jamais été crédité comme réalisateur officiel de Superman 2, contrairement à Zack Snyder pour Justice League, qui garde le crédit officiel. Malgré la lourde modification de son film, ce qui soulève un débat sur la reconnaissance des réalisateurs et la place du Director's Cut dans l'industrie du cinéma. Justice League est devenu un symbole des tensions entre studios et réalisateurs, à l'ère des grandes franchises. Il illustre à quel point le contrôle artistique peut être fragmenté par des contraintes commerciales, des drames personnels et des luttes de pouvoir intestines. Et comme d'habitude, c'est souvent après coup que les langues se délient. Et c'est le cas de Justice League. Les témoignages des acteurs révèlent une ambiance bien plus toxique que ce que Warner a bien voulu admettre à l'époque. Ray Fisher, qui incarne Cyborg, est le premier à avoir brisé le silence, et ce qu'il raconte est glaçant. Il affirme que l'ambiance sur le plateau, après l'arrivée de Joss Whedon, était hostile, humiliante, et que l'acteur a même été victime de comportements racistes et de remarques déplacées. Whedon aurait dénigré ses suggestions, refusé tout retour, même venant de Robert Downey Jr., dont il disait « Même lui, je l'ai dressé ». Une phrase qui a bien été rapportée par Ray Fisher, mais qui n'a jamais été confirmée par Downey Jr. lui-même, ni par d'autres membres de Marvel. Elle fait partie d'accusations reliées dans un article du New York Magazine en janvier 2022, basé sur les témoignages de Ray Fisher et rejeté par Whedon, qui a répondu en affirmant qu'il avait eu une bonne relation avec Downey Jr. Whedon aurait lancé ces phrases humiliantes en coulisses pour montrer qu'il n'acceptait aucune remise en question, même venant de ses têtes d'affiche. Fisher raconte que tout ce qu'on voit de lui dans la version cinéma, à part une scène à Gotham, vient uniquement des reshoots de Whedon. Le cœur même de son personnage, prévu comme l'élément émotionnel central du film, a été totalement vidé. Jason Momoa de son côté confirmera plus tard que l'équipe entière a été traitée comme de la merde durant ses nouvelles prises. Même Gal Gadot a subi des moqueries. Whedon aurait menacé sa carrière et tourné en dérision son accent pendant des séances de doublage. Les studios, eux, avaient changé de ton. Warner avait donné carte blanche à deux hommes. Jeff Jones, directeur de DC Films, et John Berg, le producteur maison, pour remettre le film sur les rails. Mais en coulisses, beaucoup savaient que ces deux-là étaient avant tout des exécutants. Selon plusieurs sources internes, leur rôle était de soutenir coûte que coûte les nouvelles directions, même quand elles trahissaient complètement la vision de Snyder. Et leur avenir chez Warner dépendait clairement du succès du film, ce qui les aurait poussés à forcer la main à bien des niveaux. La pression est telle que pendant le tournage, une réunion des scénaristes fut organisée, réunion improvisée dont Joss Whedon, Andrea Berloff, Seth Grahame-Smith et bien d'autres ont été chargés de réinjecter de l'humour et de rééquilibrer le ton, une réécriture du scénario alors que les caméras tournaient encore. Mais ce bricolage narratif s'est bien sûr vu à l'image. Fabian Wagner, directeur photo, raconte que les scènes tournées en Islande, notamment l'intro d'Aquaman, avaient une patte visuelle très marquée, proche du documentaire, tourné en lumière naturelle, avec très peu de VFX. Or, lors des reshoots en studio à Livesden, tout a été refait avec des écrans verts et un éclairage artificiel criard pour rendre l'univers plus coloré. Et franchement, ça se voit. Ça crée ce sentiment de collage maladroit dans la version cinéma. L'utilisation des VFX devient alors presque une rustine visuelle, tentant de masquer des scènes réécrites à la va-vite. Au-delà des tensions créatives, Justice League a fortement impacté la stratégie de Warner Bros. Face à des résultats critiques et commerciaux en demi-teinte, le studio a alors abandonné les plans d'une suite directe.
annulant Justice League partie 2, et s'est d'ailleurs recentré sur les projets solo de héros comme Wonder Woman, Aquaman ou The Flash, jugés plus sûrs. Le ton des films d'ici a également été révisé vers plus d'humour et de légèreté dans une tentative d'élargir l'audience, même si ça a parfois provoqué une perte de cohérence et une frustration chez les fans. Warner a aussi pris ses distances avec le Snyderverse, préférant promouvoir de nouveaux réalisateurs indépendants du projet initial pour tourner la page des controverses. Et je l'aime bien moi ce Shazam, c'est un bon film familial qui a plutôt été bien accueilli. Un petit succès, ce qui était devenu rare chez DC à l'époque. Alors le premier, pas sa suite. D'ailleurs j'ai un peu l'impression qu'ils ont du mal avec les suites DC. Wonder Woman, Aquaman, Shazam, tu prends les premiers, ça va. Mais alors les suites, quel bordel. Enfin, Warner a renforcé sa supervision sur la production et la post-production, multipliant les contrôles pour éviter les débordements créatifs, au risque de restreindre la liberté artistique. Cette prudence a contribué à fragmenter davantage l'univers étendu d'ici, avec une multiplication de projets souvent déconnectés, rendant l'univers partagé moins cohérent qu'espéré au départ. Justice League est plus qu'un film à la réception mitigée, il incarne les tensions complexes entre studios, réalisateurs et fans, qui ont durablement influencé la trajectoire du DCEU et la manière dont Hollywood gère désormais ses franchises à gros budget. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Comment tu as repris la maison à la banque? J'ai racheté la banque. Justice League reste un film à double visage, celui d'une rencontre épique entre héros, mais aussi d'un combat intense et souvent méconnu en coulisses. Entre tensions créatives, changements brutaux et drames personnels, ce long métrage a laissé une empreinte indélébile dans le DCEU et dans le cœur des fans. La version sortie en salle a laissé un goût amer à beaucoup, mais paradoxalement, c'est cette injustice, ce film amputé, dénaturé, marqué par l'absence de son réalisateur, qui a fait naître une sorte de rébellion. Une étincelle fragile, mais tenace. Une conviction presque secrète qu'au-delà de ce qu'on avait vu, un autre film existait dans l'ombre, plus complet, plus fidèle à la vision originale de Zack Snyder. À cette époque, personne ne pouvait prévoir que ce sentiment allait grandir et devenir un véritable mouvement de rébellion porté par des fans passionnés et même par certains membres du casting. Un bras de fer discret mais déterminé s'est noué avec le studio. Une résistance silencieuse mais tenace pour faire vivre cette version oubliée dans l'espoir de rétablir la vérité et révéler un jour toute sa puissance. Comme une lumière discrète qui perce à travers l'obscurité, cette confiance silencieuse éclaire encore le chemin de ceux qui croient qu'un autre Justice League est possible. À l'image de Superman, symbole d'espoir, de renouveau et de justice. Cette histoire ne fait que commencer, vous allez voir la suite va tout changer. Pour certains ça fait plus d'un an que vous me demandez des vidéos sur Justice League, évidemment c'est la version de Zack Snyder qui vous intéresse. Alors pour ne rien manquer, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les sorties des prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir mon travail, deux moyens. Tout d'abord ici sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre, vous allez pouvoir devenir membre des clapeurs et bénéficier d'avantages exclusifs, des vidéos en avant-première et des vidéos exclusives. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez aussi la cagnotte Tipeee qui est disponible. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description et j'en profite pour remercier chaleureusement Aperdin et son don de 10 € par mois. Évidemment, c'est grâce à des personnes comme toi que cette chaîne elle continue d'exister. Et parce que derrière chaque film se cache une histoire fascinante à raconter, je vous dis à la semaine prochaine sur Clap Story.